Madame, Monsieur, bonsoir. Une étude de l'ONG Oxfam Maroc montre que la jeunesse marocaine souffre d'un chômage massif, en particulier chez les 15-24 ans qui vivent dans des zones urbaines. Les chiffres sont en hausse continue pour atteindre 25%. En tout cas, hausse continue ces dernières années, puisqu'il n'y a pas assez d'emplois qui sont créés par rapport au nombre de demandes. Parmi les 25-34 ans, vivant toujours en zone urbaine, près d'un jeune sur 5 serait touché par le chômage, toujours selon Oxfam Maroc. Mardi, Younes Sekouri, ministre de l'Inclusion économique, de la petite entreprise, de l'emploi et des compétences, défendait à la Chambre des conseillers son programme Aouraj, qui ambitionne de créer quelques 250 000 emplois directs dans le cadre de chantiers publics temporaires sur les 2 prochaines années. Enveloppe budgétaire 2,25 milliards de dirhams. Toujours donc au titre de cette année 2022, puisque l'État prendra en charge les dépenses liées au salaire et la part patronale et l'assurance accident du travail au titre de la couverture sociale. Le programme permettra aux bénéficiaires d'ateliers d'appui à l'inclusion durable, d'une intégration d'une durée d'au moins 24 mois avec un revenu au moins égal au SMIC. Et aux employeurs, une subvention incitative pour stimuler l'emploi d'un montant de 1 500 dirhams par mois pendant une durée de 18 mois pour chaque bénéficiaire. Quelle relance du marché de l'emploi? Je reçois pour répondre à cette question 2 universitaires, Omar Tijani et Youssef Nasseri. Par ailleurs, Younes Sekouri table entre autres sur le potentiel du digital pour encourager l'emploi et la création de TPME. L'annonce a été formulée lors du lancement du nouveau pari digital du Royaume. Le mouvement est marque Morocco Tech. C'était le 14 janvier dernier. Une semaine plus tard, il est donc ce projet au menu du Conseil du gouvernement. De quoi s'agit-il? Pour quels objectifs et quels sont les prérequis pour réussir ce pari? Zoher Lakhdissi, membre du bureau de l'APEVI, répondra à nos questions. Mais avant, parlons emploi en compagnie de mes 2 premiers invités. Omar Tijani, professeur de gestion en ressources humaines à la faculté polydisciplinaire de l'Araïch. Bonsoir professeur Tijani, merci d'être avec nous. Bonsoir Khadija Hassan, merci à vous pour l'invitation et bonsoir aussi au public de Média TV. Et j'ai également le plaisir de recevoir professeur Youssef Nasseri, analyste économique. Bonsoir Youssef Nasseri, merci de vous joindre à nous dans Questions d'actu. Bonsoir Madame Hassan, ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Merci. Alors nous allons bien sûr commencer avec ces chiffres que je viens de citer qui proviennent de ce rapport de l'ONG Oxfam Maroc. Donc au sein des 15-24 ans, le taux de chômage concerne quand même près d'un jeune sur 4. Un commentaire tout d'abord, Youssef Nasseri, sur ces chiffres de Oxfam Maroc et sur l'impact Covid sur le chômage, bien sûr, dans le Royaume. Je crois que ces chiffres-là sont relativement logiques vu 2 ans de pandémie aiguë, 2 ans de fermeture de frontières, 2 ans de travail en distanciel, 2 ans de problèmes d'approvisionnement logistique de par le monde et le Maroc en fait partie. Donc, quelque part, ces chiffres-là sont relativement logiques. Si on ajoute à ça aussi cette sécheresse qui s'installe, je crois que on aura aussi ce taux, il est aussi alimenté par un taux de chômage qui peut être malheureusement élevé dans le milieu rural et dans le chômage dans l'agriculture et de l'industrie agroalimentaire qui est alimentée par les produits agricoles. Donc quelque part, c'est une période difficile, mais ceci dit, le Maroc s'en sort assez bien par rapport à d'autres pays, vu les mesures incitatives qui étaient prises par le gouvernement, l'ancien gouvernement, et aussi les mesures prises par ce nouveau gouvernement, et aussi par la réussite de la campagne de vaccination que connaît le Maroc, alhamdoulilah, avec la collaboration étroite avec la Chine et sous les orientations de Sa Majesté le Roi, que Dieu le glorifie. Omar Tijani, donc quand on parle de ces jeunes, n'est-ce pas, vous êtes spécialiste de gestion en RH, est-ce que vous pensez que aujourd'hui, parce qu'on annonce que beaucoup d'emplois qui ont été détruits à cause de la pandémie ont été recréés,
jusqu'à quel point ces emplois ont été résorbés en prenant en compte ces chiffres quand même inquiétants, notamment chez les 15-24 ans, mais aussi les 25-34 ans. Le taux de chômage est très élevé sur cette catégorie-là. Un jeune sur 5 des 25-34 ans est touché par le chômage. Donc l'impact Covid n'a pas été si résorbé que cela. Oui, on connaît que l'économie marocaine voit arriver chaque année environ 280 000 demandeurs d'emploi chaque année en moyenne sur les 10 dernières années et que l'économie n'offre pratiquement que 90 opportunités d'emploi à ces nouveaux arrivés sur le marché du travail. Évidemment, avec la crise de la pandémie Covid-19 récemment, il y a eu une détérioration massive des opportunités du travail. La reprise à partir de 2021 a été assez bonne, mais le constat est toujours le même. C'est qu'il y a une partie des nouveaux arrivants sur le marché du travail qui n'arrivent pas à trouver d'opportunités. Et cela s'ajoute à ceux qui perdent leurs emplois. On parle des pertes d'emplois et de création d'emplois. Donc, ce qui fait que le taux de chômage arrive à 11,8% dans le troisième trimestre 2021. Le profil du chômeur, il est connu au Maroc. Depuis 10 ans, c'est le même profil. Le chômeur marocain, c'est une femme. Le taux de chômage chez la femme marocaine est de 16,5%. C'est qui habite dans le milieu urbain. Le taux de chômage est très élevé dans le milieu urbain. C'est qui a fait beaucoup d'études. C'est le taux de chômage chez les hauts diplômés, c'est 30%. Et âgés de 15-24 ans, le taux de chômage est également très élevé, ça avoisine le 25%. Donc, on a le diagnostic du chômeur où le profil, il est bien détaillé et bien visible. Donc, c'est une femme habitant dans le milieu urbain, âgée de 15-24 ans et qui a fait beaucoup d'études. Le diagnostic, ça facilite le fait de s'attaquer aux solutions. Les programmes du gouvernement récents s'attaquent à une partie de ce problème. Donc, on aura le temps, si vous voulez, certainement. Nous allons y venir. Justement, nous allons y venir, Omar Tijani. Excellente analyse que vous venez analyse chiffrée, n'est-ce pas, que vous venez de partager avec nous. Mais donc, quand on parle de ces chiffres, Youssef Nasseri, on évoque, bien sûr, et j'ai oublié de le mentionner, on évoque l'emploi formel. Or, on le sait, l'emploi informel fait quand même travailler beaucoup de jeunes et de moins jeunes d'ailleurs. C'est l'un des chiffres aussi qui ont été cités dans ce rapport de l'ONG Oxfam. Et notamment, bien sûr, c'est le commerce et les vendeurs ambulants qui s'accaparent la part du lion de cet emploi informel. Donc ces chiffres-là, que ce soit les chiffres du gouvernement ou les chiffres de l'ONG ou du HCP, n'incluent finalement pas le secteur informel. Oui, je crois que c'est normal qu'ils n'inclusent pas le secteur de l'informel parce qu'ils ne contribuent pas dans la fiscalité et le budget de l'État. Donc, mais ceci dit, quelque part, c'est la soupape sociale. C'est une soupape sociale. Comme vous venez de dire, c'est quand même dans le commerce, c'est 53%. Qui est relaté dans ce rapport-là, qui est dans l'informel. Et donc, c'est pas quelque chose de négligeable. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que il y a quelques années, c'était plus que 64% dans l'informel. Donc, il y a une progression. Il y a une progression de la migration de l'informel vers le formel. N'oublions pas aussi que la pandémie de Covid, elle a contribué au retour de l'informel par ces pertes d'emploi qu'a connu le Maroc. Ça, d'une part. Ce que j'ai oublié tout à l'heure de citer dans mon intervention, c'est que le rapport, il parle que la femme marocaine, il travaille de moins en moins. Et ça aussi, c'est à cause de la pandémie. Dans le détail, on va voir que la pandémie, il a encore
quelque part, entre parenthèses, il a encouragé la femme à ne plus travailler car, comme on sait, il y avait la scolarisation à distance. Et les familles, elles étaient obligées de faire un choix. Est-ce que c'est le papa qui reste à la maison ou bien que c'est la maman qui doit rester à la maison pour garder les enfants et pour veiller à leur scolarité à distance. Donc tous ces éléments-là, ils ont poussé à ce que ce taux soit élevé et surtout le taux du nombre de travail de la femme soit aussi plus élevé qu'avant. Donc ces éléments-là, à mon avis, c'est vrai que le chiffre il est affolant, mais ça veut pas dire que c'est les mesures et les incitations qui étaient faites, ils n'ont pas contribué. Au contraire, s'il n'y avait pas ces mesures qui étaient prises et mises en place, je crois que le taux il aurait dû être beaucoup plus important. N'oublions pas, c'est les 2000 dirhams versés par la CNSS aux salariés pour qu'ils gardent leur emploi, aux incitations fiscales, notamment la partie sociale versée par l'entreprise, il y avait une exonération. On a vu rien qu'hier dans le secteur du tourisme que les entreprises touristiques vont être exonérées de ces éléments-là avec le versement des 2000 dirhams aussi dans ce secteur. Toutes ces mesures pour préserver l'emploi. Imaginons le cas contraire, s'il n'y avait pas ces mesures, ce taux il va être aussi plus grave, comme vous venez de dire. Oui, mais Youssef Nasseri, c'est un problème structurel. Est-ce qu'on y apporte la bonne réponse et la réponse structurelle? Et vous avez évoqué la femme, c'est, selon un autre rapport, ce sont les femmes qui ont le plus souffert, bien sûr, de la pandémie, où vous venez de l'évoquer. Et ce sont les femmes aussi qui travaillent beaucoup dans l'informel. Donc, est-ce qu'on a aujourd'hui une réponse structurelle à ce problème structurel? Ils sont revenus à l'informel parce que l'informel, il offre la flexibilité des horaires. Et donc, la femme, elle était obligée de conjuguer entre ce travail informel et la scolarisation des enfants à distance parce que on peut pas laisser des enfants à la maison entre 7 ans et 12 ans seuls étudier à distance à la maison. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que la pandémie, elle a quelque part favoriser le retour à l'informel avec une certaine proportion. Très bien. Alors, je vais poser peut-être la même question à Omar Tijani par rapport à la réponse à ce problème structurel et par rapport, bon, vous avez évoqué la femme, restons sur ce point de la femme. Le gouvernement semble quand même attelé à porter la présence féminine sur le marché du travail des 20% actuels à 30%. Parmi les autres programmes dédiés à l'emploi de ce gouvernement de Aziz Akhnouch. La réponse, parce que vous le disiez tout à l'heure, ce n'est pas assez. Nous allons parler d'Aourache plus tard, mais avant, une réponse structurelle au problème du chômage. Bon, la situation de la femme, puisqu'on y est, il y a, comment dire, il y a le rapport de la situation de la femme au Maroc publié par le HCP en 2021 et qui dresse parfaitement le résultat de la malchance d'être femme au Maroc. Toutes les statistiques négatives sont en faveur de la femme. Et si on prend par exemple l'analphabétisme, donc le taux national c'est de 33%, mais 45% des femmes sont analphabètes. Les NEET, ni en emploi, ni en éducation, ni au travail. Donc 30% des jeunes Marocains sont des NEET. 75% de ces NEET sont des femmes. Le nombre moyen des années d'études parcourues par un Marocain, c'est 4,5 années. La femme parcourt 3,5 années. Il n'y a que dans l'espérance de vie à la naissance où la femme est favorable. Le taux d'activité dont vous venez de parler, il est de 21% contre 71% pour les hommes. Le gouvernement veut l'augmenter à 50%. Donc,
si on croise tous ces chiffres, la situation de la femme au Maroc est désagréable, si on veut dire. On imagine mal une femme toucher une retraite. Au Maroc, une femme, par exemple, une femme touchée l'indemnité de perte d'emploi. Le travail de la femme est souvent raccordé au travail domestique. On imagine mal une femme innover dans des startups, etc. Donc, vous avez parlé du problème structurel. Le problème est structurel, il est social d'abord, dont les répercussions sont économiques. Mais je crois que les racines de ces effets économiques sont plutôt des racines sociales. Je crois que le gouvernement est conscient de ça. Le taux d'activité est alarmant. De 21,5%, et dans la nouvelle loi de finances, il y a un objectif de l'augmenter à 30%. Absolument. Notamment avec le projet... Pardon? Absolument, de le porter à 30%, tout à fait. À 30%, avec le projet du financement des femmes qui veulent créer des entreprises sous forme de crèches et de garderies d'enfants. Ça, c'est une première étape dont on peut imaginer que le gouvernement est conscient de cette situation désagréable. Je crois que le rapport d'Oxfam, il n'est pas nouveau. Nous, on parle beaucoup du rapport Oxfam, mais il est basé surtout sur les statistiques du HCP. Oui, mais très bien. Alors, des statistiques du HCP, je vais revenir encore une fois à une autre question avec vous. Omar Tijani, reste avec nous. Oxfam applaudit le projet du gouvernement de créer 1 million d'emplois sur 5 ans. Mais de quels emplois parlons-nous ? Oui, ça c'est dans la déclaration gouvernementale au Parlement par le chef du gouvernement, j'imagine. Alors oui, ça a été déclaré au Parlement dans la déclaration C'est le programme gouvernemental, Omar Tijani. Voilà, c'est ça, le programme gouvernemental. Oui, sur 5 ans, on commence bien avec le quart de ce chiffre, 250 000 emplois dans le programme Aurash. Très bien. Pour le reste, on va voir. Mais 250 000 emplois qui représentent le quart de ce chiffre, on a la vision claire. Donc, c'est sous forme de 250 000 emplois sous forme de 125 000 chaque année, sous forme de 80% de ce chiffre va être adressé à une assistante aux collectivités territoriales sous forme de services rendus aux citoyens dans des activités de jardinage, de réhabilitation des monuments historiques, numérisation d'archives, etc. Et 20%, ça va être une inclusion durable. C'est des embauches durables, contrairement aux 80% qui ont un caractère... Voilà, donc en fait, là, on parle de 80% d'emplois qui ne sont pas durables, c'est-à-dire que ce sont des emplois comme intérimaires, finalement. Exactement. Temporaire ou intérimaire, le ministre, il a dit, c'est plutôt du sauvetage d'une catégorie de la population qui a perdu son emploi à cause du Covid, ou bien qui n'arrive pas, qui n'a jamais travaillé, qui trouve des difficultés à intégrer le marché du travail. Donc, c'est temporaire, c'est pour 6 mois. L'objectif, c'est d'intégrer le marché du travail, de faire un premier pas, de s'initier au marché du travail, de toucher un minimum de subsistance qui est le SMIC, d'être inscrit dans la sécurité sociale. Donc, nous sommes actifs. On se réveille le matin pour aller bosser. Pendant 6 mois, on fait des relations. Il y a pas le programme ne parle pas de formation, mais il parle d'encadrement. Donc, on est en contact avec des supérieurs, des clients, des citoyens. On peut faire un réseau. On a un minimum de subsistance pour vivre. Donc,
voilà, Et c'est surtout c'est pour pas les mal. primo-travailleurs, n'est-ce pas? Donc, oui, absolument, Omar Tijani. Je m'adresse à présent à Youssef Nasseri en ce qui concerne justement ces 250 000 emplois prévus dans ce programme Aourash et peut-être une réaction par rapport à ce qui a été développé par professeur Tijani avant que je vous pose ma question, Youssef Nasseri. Oui, s'il vous plaît, j'aimerais bien revenir sur votre question de 1 million d'emplois prévus dans le programme environnemental. Absolument. Donc, pour ces 1 million d'emplois, ce qui est prévu, comment leur déploiement, il va être avec l'industrialisation, avec le plan d'accélération, et d'où la mise en place du fonds Mohamed VI qui dépasse les 20 milliards de dirhams pour aider l'industrialisation du Maroc, à la compensation par la compensation des importations. Donc là, c'est prévu à peu près une création d'emplois entre 250 000 et 300 000 postes. Il y a aussi le programme d'entrepreneuriat rural et agricole via le programme Green Generation. Et il y a aussi des programmes d'inclusion économique par l'entrepreneuriat qui est lancé en collaboration avec la Banque mondiale, avec la BER et même récemment avec la Banque africaine de développement, avec un programme avec un financement de 160 millions de dollars qui était accordé au Maroc dans ce sens. Donc, c'est tous ces éléments-là qui vont aider à la création de postes dans le cadre de 1 million d'emplois. Avec Aourash, il faut vraiment nuancer. Parce que Aourash, il n'y a que 20% d'emplois prévus dans le cadre de l'inclusion économique par l'entrepreneuriat et qui vont entrer dans ce programme-là. Le gouvernement a commencé réellement son programme de 1 million d'emplois par l'investissement public de 11 milliards de dirhams qui était le résultat de la réunion de la commission centrale publique d'investissement qui s'est réunie à plus que 4 fois et qui a lancé l'investissement de 11 milliards de dirhams il y a 2 semaines. Donc, pour Aourash, les 80%, c'est des emplois temporaires. Et si on voit la répartition à qui il s'adresse Aourash, il s'adresse aux personnes qui ont perdu leur emploi. Donc, ce n'est pas une nouvelle création, c'est juste une réinsertion des postes qu'il y avait avant la pandémie. Donc, il faut vraiment nuancer. Pour Aourash, c'est juste 20% qui rentrent dans le cadre des 1 million de postes et non pas les 250 000 d'emplois parce que les autres, c'est des emplois temporaires. C'est vrai qu'ils vont aider à l'employabilité de ces personnes-là, ils vont aider à leur insertion par la suite, mais rien n'est garanti parce que personne ne connaît l'issue de la pandémie, quand est-ce on va avoir la fin. Personne ne sait quand est-ce on va revenir au retour normal, à l'ouverture des frontières et donc au retour des créations, plus de postes dans l'industrie touristique principalement. Donc tous ces éléments-là, on doit vraiment nuancer et dire que pour le moment, que 20% de Aourash qui rentre dans le cadre de la création d'1 million d'emplois. Par contre, l'investissement de 11 milliards de dirhams décrété par la Commission centrale des investissements, oui, les 11 800 emplois, ça entre dans le programme de 1 800 000. Très bien, merci pour ces précisions. Alors, une autre question, Youssef Nasseri, par rapport aux régions, à l'approche régionale par rapport à ce programme. Donc, programme Aourash qui, rappelons-le, va débuter, commencer par 10 provinces dans toutes les régions du Royaume. Mais parlez-nous de cette approche régionale pour s'attaquer à un problème structurel, comme on le disait tout à l'heure, l'approche régionale et l'inclusion et l'implication de la société civile pour tout simplement faire travailler les jeunes dans ces régions, dans les 12 régions du Royaume. Ça s'adresse toujours à moi, Madame Hessène ? Oui. D'accord. Alors, donc, si on voit le choix de ces régions-là, donc on a le Mdiaq Fnidak, on a le Hajeb, on a Rachidia, on a Azilal, on a Nouassar, on a le Haouz, on a Fiqig, on a Waddahab, on a Sidi Qassem, on a Taroudant. Donc, c'est une répartition un petit peu qui concerne plusieurs régions en même temps. Et le choix, il provient de deux critères.
Le premier critère, c'est que ces régions-là, ces zones-là, elles étaient les plus touchées par la pandémie Covid du fait. Si on voit le nord, donc il y a la fermeture de frontières. Donc le commerce, il est beaucoup plus affecté et on sait que le nord, et le commerce, il est très actif entre le Maroc et l'Espagne. Les autres régions, c'est des régions qui ont connu, c'est des régions là où il n'y a pas beaucoup d'industrie qui continuent à produire. Donc c'est des régions relativement agricoles. Et si on prend par exemple la région de Oued Dahab, c'est une région là où il y a le tourisme. Si on ajoute à ça la question de la sécheresse que connaît le Maroc ces derniers mois, donc c'est des choix relativement, pour moi personnellement, que je trouve c'est des choix judicieux. L'autre critère, c'est que dans ces zones-là, il y avait une étude, ce qu'on appelle des études de filières porteuses, et ils s'approprient, ils se portent mieux pour des filières qui nous concernent, des filières porteuses dans ces régions-là. Je nomme par exemple l'agriculture, je nomme l'agriculture et la transformation agroalimentaire. Je nomme aussi des ateliers et des programmes de coopératives touristiques et des coopératives de terroir. Et il y avait même un programme qui était mis en place, d'aide à des coopératives pour l'export, pour la préparation plutôt à l'export, et aussi au tourisme intérieur. Donc c'est des choix, c'est un choix pour moi qui est judicieux et qui va permettre premièrement à une opération de sauvetage rapide dans ces zones-là, et aussi ça va servir comme opération pilote pour généralisation sur tout le territoire marocain. Très bien. Une réaction, Omar Tijani, et aussi par rapport aux disparités, disparités sociales et territoriales. Une bonne réponse, cette approche régionale adoptée dans le cadre de ce programme Aourach? Oui, le fait de commencer par progressivement, donc c'est une approche progressive, graduelle, c'est très bien. On va apprendre, on va avoir des retours d'expérience sur ces 10 provinces. Il y en a des provinces qui sont logiques, comme le Fnidaq, qui a connu récemment des difficultés économiques suite aux fermetures des frontières et l'instauration d'une économie plutôt formelle. Et d'autres régions qui ont été connues par un chômage chronique. Monsieur Nasser a parlé des régions du sud, Oued Dahab, aussi connues par le tourisme. Donc, je crois que le fait de commencer graduellement, c'est une très bonne approche pour garantir une réussite complète du projet. Par contre, si on veut améliorer davantage le chantier, qui est d'une grande ampleur, rappelons-le, 1/4 de 1 000 000, c'est assez astronomique, c'est vertigineux comme chiffre. C'est bien, je crois que la non-exigence de la qualification, c'est une arme à double tranchant. Ça permet on ne filtre pas les venants, les demandeurs d'emploi. Entre parenthèses, comme rectification à M. Nasseri, il s'agit pour la première, les 80% d'emplois temporaires, ça concerne aussi bien ceux qui ont perdu leur travail et également ceux qui n'ont jamais travaillé, qui cherchent une première opportunité. Donc le fait d'ouvrir la porte à tout le monde, c'est une arme à double tranchant. Donc, on fait du social, c'est bien. Il n'y a pas d'exigence de qualification, mais attention à la qualité des travaux qui vont être rendus, parce que pas de qualification, ça veut dire une présupposée remise en doute, une présupposée mise en doute de la qualification et de la compétence, en fait, surtout s'il s'agit des travaux sensibles comme la réhabilitation des monuments. C'est pas facile, pas tout le monde peut le faire. L'accompagnement scolaire, la numérisation des archives. Oui, bien sûr, des emplois qui restent quand même destinés à des personnes qualifiées. Alors, Aourach ne demande pas de qualification. Justement. L'exigence. Voilà. Oui, si on va répartir et dispatcher les travaux selon la qualification après, oui.
S'il y a un effort qui va être fait par les collectivités territoriales et les administrations publiques pour ensuite répartir cette main-d'œuvre en fonction de la qualification, oui, mais pour candidater comme bénéficiaire au projet AORACH, il n'y a pas d'exigence de qualification. Donc je crois qu'il faut accompagner ces gens-là. Plutôt que de les encadrer, les contrôler, etc., il faut les accompagner par des formations, même si les formations sont informelles, sur le chantier, par l'observation, etc. Il faut faire cet effort-là. Encore faut-il que les collectivités territoriales prévoient dans leur programme des projets, des chantiers. Ça sert à rien qu'on ait de la main-d'œuvre disponible, mais pas de projets et de chantiers ouverts, qu'ils aient lancé des appels d'offres pour des marchés publics pour absorber cette main-d'œuvre désormais disponible. Très bien. Merci beaucoup. Mais ça ne remet pas en cause, l'originalité et l'avantage de ce programme qui reste abstraction faite de la réalité. Khadija Ahsan, si vous permettez, le chômage, on en parle, c'est des chiffres, etc. Mais c'est abominable, le chômage, c'est monstrueux. Le chômage comme phénomène, c'est comme dit, l'homme existe parce qu'il travaille. Ça permet de répondre le travail, abstraction faite de l'argent, du pouvoir d'achat, c'est l'extérieur, c'est comme dit Hegel, si on veut, Hegel, le philosophe allemand, c'est l'extériorisation de soi dans le monde. C'est la réalisation de soi, ça permet de répondre à un besoin d'existence. L'homme existe parce qu'il travaille. Le fait de désactiver cette option, c'est affreux comme situation à vivre. On n'existe pas dans la société, on est à la marge de la société. Donc le fait d'apporter un coup de main à cette population, qu'ils soient les primo arrivants au marché du travail ou bien ceux qui ont perdu leur travail, à mon avis, on leur apporte une remise de confiance, une couverture sociale, on les réintègre dans la société plutôt qu'ils soient marginalisés. Donc, c'est bien dans l'ensemble, ça a des avantages sociaux et économiques. Nous sommes dans l'économie de Keynes, économie de relance. Accroissement des dépenses publiques, stimulation des dépenses induites par l'augmentation du pouvoir d'achat, la création d'emplois publics. Donc, c'est parfaitement l'économie. Omar Tijani, merci beaucoup parce que le temps qui vous est imparti est écoulé. Merci d'avoir été avec nous. Mes remerciements vont aussi à mon second invité, Youssef Nasseri, analyste économique. Merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de Médien TV. Merci à vous. Et nous passons à présent à la seconde partie de Questions d'actu. Et il est question de Morocotech en cette seconde partie. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Zoher El Khadissi, membre du bureau de l'APEBI, de la Fédération marocaine des technologies de l'information, des télécoms et de l'offshoring. Bonsoir Zoher El Khadissi, merci d'être avec nous. Bonsoir Khadija, merci pour l'invitation. Alors qu'est-ce que c'est que la Morocotech et pourquoi ce mouvement est différent des autres initiatives en faveur de l'économie digitale dans le Royaume? Alors, la Morocotech, c'est d'abord né d'une conviction. Une conviction que, en fait, il est temps que la technologie, que le Maroc soit reconnu comme étant un pays technologique. Je pense que le Maroc regorge d'énormément de talents. Il y a énormément d'initiatives et je pense que il y a une conviction d'un ensemble d'acteurs privés et publics que ces talents doivent absolument être visibles et les technologies qui sont produites au Maroc doivent absolument être visibles à l'international. Donc c'est d'abord cette conviction et cette confiance en la compétence des talents marocains et en la compétence des entreprises technologiques marocaines qui a d'abord drivé ce mouvement et cette vision. L'objectif aujourd'hui, c'est d'abord encore une fois, de représenter le Maroc à l'international, de dire qu'il y a une technologie qui est produite au Maroc. Aujourd'hui, au Maroc, il y a des pièces maîtresses
de la Tesla aujourd'hui qui sont produites au Maroc. Il y a énormément d'innovations qui sont développées au profit d'un certain nombre de pays à l'international. Il y a aujourd'hui énormément de startups aussi qui émergent et qui sont capables aujourd'hui de rayonner à l'échelle régionale, continentale et internationale. Donc, de quel potentiel chiffré parlons-nous, Zouheir Kherdissi? De combien de startups justement? Alors aujourd'hui, il y a par exemple ce matin, il y a eu un rapport de la commission ou du Conseil économique, social et environnemental qui apparaît de quelque chose de très concret. Aujourd'hui, les technologies de l'information, le digital représente au Maroc à peu près 5 à 6% du PIB. Il y a un potentiel pour qu'on atteigne 10% du PIB à horizon 2025. Des pays comme la Jordanie l'ont fait, donc la Jordanie sont à plus de 12% du PIB. Des pays comme la Tunisie sont déjà à 8% du PIB. Donc aujourd'hui, le potentiel en termes chiffrés, c'est à peu près de gagner 4% de PIB marocain. Donc on parle pratiquement d'un chiffre d'affaires supplémentaire qui peut générer de 30 à 40 milliards de dirhams de chiffre d'affaires. Et c'est exactement l'objectif aujourd'hui de cette vision, c'est vraiment de permettre au Maroc de réaliser 30 milliards de dirhams de chiffre d'affaires supplémentaires dans les 4-5 prochaines années. Grâce à quelle composante est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'un réel écosystème du digital? Si oui, quelles en sont les composantes principales? Alors aujourd'hui, il y a en fait un écosystème qui est en train de se créer entre un certain nombre d'acteurs publics et privés. C'est un écosystème ouvert. L'objectif, c'est d'avoir toutes les bonnes volontés, toutes les compétences aujourd'hui qui sont capables de rejoindre ce mouvement, avec bien sûr derrière un objectif très clair, c'est de structurer l'ensemble des acteurs et d'accompagner ces acteurs à travers des initiatives très précises en termes de financement de l'innovation, en termes d'investissement, en termes d'accompagnement à l'export et en termes de promotion à l'international. Très bien. Donc là, vous avez parlé de quelques objectifs. Quels sont aujourd'hui les atouts de la Morocotech, de la technologie, en tout cas, made in Maroc? Alors, les atouts, on a un atout qui est fondamental qu'on essaie de rappeler, c'est les compétences de ce pays. On a énormément de compétences au Maroc. Je tiens juste à rappeler que rien que sur les 2-3 dernières années, on a vu des jeunes et des moins jeunes qui se sont distingués à l'international sur des sujets à très fort composants technologiques. On a vu le jeune Ilpir de Tiznit qui s'est distingué dans une conférence de Douala internationale. On a vu Bilal Hmouti de Oujda qui a excellé, qui a été premier dans une compétition internationale de robotique. Mais au-delà de ça, on a eu beaucoup de Marocains aussi à l'international, dont des Marocains du monde, qui se sont distingués. Et donc je pense le premier atout qu'on a aujourd'hui au Maroc, c'est une très forte compétence et une composante talent qui est assez impressionnante, qui doit être encore accompagnée, qui doit être convertie quand il le faut pour on va dire, s'approprier les outils de l'intelligence artificielle, du digital, de l'IoT, etc. Mais je pense que c'est le premier atout. Le deuxième atout qu'on a aujourd'hui, peut-être qu'on n'avait pas dans le passé, c'est le fait qu'on a déjà un certain nombre d'acteurs qui sont autour de la table. Certes, ce n'est pas suffisant, on a besoin de tout le monde, mais déjà, le fait de pouvoir travailler en collaboration, alors que dans le passé, il y avait beaucoup d'initiatives qui se faisaient d'un côté et puis d'un autre, et on n'était pas forcément dans une logique de collaboration. Je pense qu'on a aujourd'hui compris quelque chose grâce et peut-être avec cette pandémie, c'est que si on ne collabore pas entre différents acteurs, on ne va pas avancer. Donc, moi, je pense qu'un atout essentiel, c'est cette culture de collaboration, c'est le fait que chez beaucoup d'acteurs aujourd'hui, on a mis l'ego de côté et on essaie aujourd'hui de se concentrer sur comment faire en sorte que notre pays ait la place qu'il mérite à l'international dans ce domaine et comment faire en sorte que nos jeunes, que ces jeunes pépites, ces jeunes startups, ces jeunes talents, ces jeunes inventeurs puissent se distinguer et puissent être accompagnés à l'international. Donc, deux atouts. D'abord, on va dire un atout de mindset, puisqu'on a changé, on est en train de se convertir à la culture de la collaboration et à la culture de confiance commune. Et deuxièmement, les talents dont on dispose qui sont aujourd'hui, qui se distinguent, qui arrivent à rayonner à l'international. Quand vous parlez de collaboration, quel est aujourd'hui l'état d'esprit de la collaboration entre le secteur privé, que vous représentez bien sûr,
et les autorités publiques? Franchement, on a vu des choses extraordinaires depuis quelques mois. Donc, ce travail n'a pas commencé il y a quelques jours ou quelques semaines. Ça fait plusieurs mois qu'on travaille ensemble, main dans la main. Des fois, on ne sait même plus qui représente le public, qui représente le privé. Et ça, je pense, c'est unique. C'est quelque chose que je tiens à souligner. Je tiens à remercier tous les acteurs qui sont autour de la table. On a vu aussi l'offre et la demande. Donc, l'offre qui est représentée par l'APBI et la demande qui est représentée par les utilisateurs, donc par l'OSIM, qui se regroupent, qui travaillent main dans la main. On a vu encore une fois un certain nombre d'acteurs publics de différents ministères, avec l'ADD bien sûr, avec le ministère de la Transition numérique et de la réforme de l'administration, avec le ministère délégué en charge de l'investissement et donc l'AMDIE, qui travaillent main dans la main de manière commune, avec une logique vraiment de start-up presque. Donc on a senti le travail d'une petite start-up au service du Maroc qui est en train de se construire. Je ne dis pas que tout est parfait, mais je dis que c'est quelque chose d'unique et c'est important qu'on puisse préserver cette culture de collaboration. Je pense que l'étape qui va venir tout de suite, c'est bien sûr consolider la gouvernance et surtout commencer à lancer les premières actions au profit des entreprises technologiques, des start-up et des grands acteurs technologiques mondiaux. Alors, parlons action, justement. Bien sûr, la Morocotech, aussitôt lancée, actée, aussitôt discutée au Conseil du gouvernement aujourd'hui même. Quel est le premier chantier de la Morocotech, Zohair El Khatissi? Je pense qu'aujourd'hui, le premier chantier, c'est donc encore une fois, la gouvernance consolidée, mise en place. Le premier chantier qui va être, je pense, primordial, ça va être un chantier relatif au talent. Donc, je pense que de la même façon que pour un pays, la première brique qui est fondamentale, c'est la brique de l'éducation. Pour un chantier aussi important que la Digital Nation ou que la Morocotech, le premier chantier, c'est d'abord de se mettre autour de la table pour essayer de définir comment on forme les talents de demain, comment on attire les talents et comment on préserve et on fidélise les talents au Maroc. Donc ça, c'est un chantier primordial. Deux autres chantiers qui me paraissent aussi fondamentaux et sur lesquels il y a, encore une fois, sur tout ça, il y a eu déjà des discussions, il y a eu un certain nombre aussi d'actions qui sont déjà programmées. Donc il y a deux autres chantiers. Le premier, c'est le chantier de l'investissement. Comment investir sur les grands tournants technologiques. Je pense qu'il y a deux sujets aujourd'hui qui sont vraiment importants, le sujet de l'intelligence artificielle et le sujet de l'industrie 4.0. C'est deux sujets fondamentaux parce que c'est des sujets qui peuvent accompagner de manière forte le tissu industriel en termes de productivité. Ce matin même, Ahmed Halimi, directeur du Haut Commissariat au Plan, vient d'en parler. Il a beaucoup d'espoir justement à travers la Morocotech parce qu'une des problématiques qu'on a dans le tissu industriel au Maroc, c'est une problématique de productivité. Donc la productivité n'avance pas suffisamment et pour la faire avancer, je pense que les sujets justement de l'intelligence artificielle et de l'industrie 4.0 peuvent être critiques justement pour accompagner l'économie. Tout à l'heure, on avait parlé de chiffres. Ce que je tiens quand même à dire, c'est qu'au-delà de ce que génère la Morocotech en tant que chiffre à l'export, en tant que chiffre d'affaires direct, il y a aussi tout l'impact indirect qui est celui sur l'économie. La technologie, le digital va pouvoir augmenter la productivité de l'ensemble des acteurs, va permettre certainement une économie beaucoup plus moderne et bien sûr peut avoir aussi des impacts sociaux et sociétaux à travers l'inclusion, à travers l'éducation, etc. Donc voilà, je voulais quand même aussi dire que c'est pas juste une question d'intérêt de développer une nouvelle industrie ou un nouveau secteur, mais c'est aussi le développement de l'ensemble de l'économie nationale qui est en jeu à travers une stratégie autour de la Morocotech. Très bien. Alors, quand vous parlez justement de cette industrie, aujourd'hui, vous avez parlé de tous les acteurs qui doivent se mettre autour de la même table pour avancer, parce que, et vous l'avez si bien expliqué à l'instant, il s'agit d'inclure cette digitalisation dans plusieurs secteurs. Aujourd'hui, est-ce qu'on ressent qu'il y a une implication transverse de tous les acteurs concernés, de près ou de loin, directement ou indirectement? Je pense qu'on a commencé quelque part. Il y a déjà un certain nombre d'acteurs qui sont impliqués. Tout le monde n'est pas impliqué. C'est normal parce qu'à un moment, il faut démarrer. Moi, je pense que encore une fois, il faut que tout le monde le perçoive comme étant un mouvement.
La question n'est pas une question de personne, n'est pas une question d'entité, n'est pas une question de responsable ou de responsabilité. La question est d'abord une question du pays. Je pense que tout le monde, d'une certaine manière, doit s'engager pour faire en sorte que cette stratégie réussisse. Je pense qu'il en va de l'intérêt du Maroc, de son économie. Donc, quels pourraient être les freins ? Quels pourraient être les freins pour qu'elle ne réussisse pas ? On ne le souhaite pas pour la Morocotech, mais quels pourraient être les challenges qui pourraient se dresser devant cette Morocotech ? Je pense que le premier challenge est, encore une fois, heureusement qu'on a déjà un peu, on va dire, je ne vais pas dire résolu, mais en tout cas, on a avancé de manière très forte. Je pense que le premier challenge, c'est des challenges relatifs au mindset. Donc, si on est dans une culture d'ego, si on n'est pas dans une culture de confiance, de collaboration, je pense que ça va être difficile de réussir quoi que ce soit. D'ailleurs, la majorité des projets au Maroc peuvent échouer, ou en tout cas échouent des fois à cause de ces problématiques. Donc, je pense que le vrai sujet d'abord, c'est d'abord un sujet de mindset. On est tous là pour un intérêt commun qui nous dépasse tous et il faut que tout le monde soit conscient de ça. C'est pas un sujet qui est la propriété d'une partie ou d'une autre, c'est un sujet qui appartient à tout le pays. Donc ça, c'est fondamental pour qu'on puisse... Alors, deuxième sujet, il y a eu tout un travail justement de diagnostic de ce qui s'est passé, ce qui s'est fait dans le passé. Il y a eu des initiatives au Maroc, il y a eu des stratégies autour du numérique. La première était Maroc numérique 2013, il y a eu une stratégie Maroc numérique 2020, il y a un certain nombre de chantiers aujourd'hui et une stratégie qui est portée par l'ADD. Donc le but, c'est d'abord de faire, et ça a été fait, donc un premier diagnostic de tout ce qui a été déjà fait dans le passé. Il ne faut pas qu'on répète les mêmes erreurs. C'est important d'abord de voir ce qui a très bien marché et d'essayer de le consolider, voir ce qui n'a pas marché et d'essayer de le corriger. Et c'est ça, à mon avis, aussi un des éléments fondamentaux. Donc, deuxième élément, c'est vraiment voir tout ce qui se fait. Aujourd'hui, il y a déjà un certain nombre un chiffrage de cette stratégie ou de cette vision. Je pense que ce qui est important, c'est que tout le monde se mette autour de la table, qu'on valide ces éléments chiffrés et qu'on puisse avoir des KPI qui nous permettent de suivre l'état d'avancement de cette stratégie dans les prochains mois et les prochaines années. Merci beaucoup, Zohair El Khdissi. Merci d'avoir répondu aux questions de Médien TV. Merci infiniment, Khadija, et merci d'avoir évoqué ce sujet important pour le pays. Merci. Merci, que nous suivrons certainement dans le cadre de l'émission Questions d'actu. Merci à vous de nous avoir suivis. Voilà, c'est la fin de notre émission ce soir. Je vous souhaite une excellente soirée.